Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons parler des législatives prévues demain, après-demain, aujourd'hui aussi à l'étranger, comme on vient de vous l'annoncer dans nos brèves. Nous avons pour ce faire le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Dr Walid Raouf, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonsoir, Dr Raouf. Bonsoir, monsieur. Merci bien. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous propose une petite minute de compte-rendu sur la situation en Égypte toujours, avec Chérif Boussela. L'Égypte et la Russie ont signé jeudi au Caire un accord pour la construction de la première centrale nucléaire en Égypte. Cette signature est un message illustrant le poids des relations entre nous et la Russie. C'est ce qu'a souligné le président Abdel Fattah el-Sisi. Moscou participera au financement de la centrale dotée de 4 réacteurs d'une puissance de 1200 MW chacun par le biais d'un prêt accordé aux autorités égyptiennes selon un second accord signé lors d'une cérémonie au Caire à laquelle a assisté M. Al-Sisi et retransmise à la télévision publique. M. Al-Sisi a précisé que ce prêt sera remboursé sur 35 ans sans dévoiler plus de détails quant à ses modalités ou son montant. Depuis longtemps, l'Égypte rêvait d'avoir son programme nucléaire pacifique pour la production électrique, a-t-il affirmé. Jeudi, en présence du président Al-Sisi, Sergei Krienko, le directeur général de Rosatom, l'agence fédérale de l'énergie atomique en Russie, et le ministre égyptien de l'électricité, Mohamed Shakir, ont signé l'accord pour la construction de la centrale qui se trouve dans la région de Dabra, dans le nord de l'Égypte. Cette première centrale fera de l'Égypte un leader régional en termes de technologie et le seul pays dans la région disposant d'une centrale nucléaire de génération 3+. C'est ce qu'a déclaré M. Kirenko. Ce dernier a cependant indiqué que l'octroi d'un crédit à l'Égypte pour le financement de la centrale, pratique courante pour la Russie, est en cours de discussion. Nous revoici au studio. Docteur Walid Raouf, vous êtes membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre initiative baptisée Boussole du Parlement. Bon, je vous remercie. C'est une initiative de la société civique que j'ai commencée avec un certain nombre de citoyens après la fin de la première phase des législatives. Nous avons bien constaté qu'il y avait un problème très sérieux et profond de manque d'informations sur les candidats. Et avec un assez grand nombre de candidats dans les plusieurs gouvernorats en Égypte, un système d'élection qui est assez nouveau, avec un système d'élection individuelle et aussi des listes pour la première fois. Alors c'est quand même un peu compliqué. Et en même temps, on n'a vraiment pas d'information qui est accessible d'une manière facile sur les candidats. Nous avons pensé à faire simplement un site électronique. Dans ce site électronique, il est possible d'avoir pour chaque candidat 4 sections d'information. Et on parle d'information d'un point de vue objectif, pas vraiment d'un point de vue de publicité. La première section, c'est simplement un CV avec un modèle unique pour que l'on puisse faire une comparaison qui soit raisonnable. La deuxième section, ça c'est un programme où le candidat s'exprime lui-même de sa manière à ce qu'il compte faire, à sa vue pour son rôle dans le Parlement. Et la troisième section, c'est une vidéo de quelques minutes où il s'adresse au public pour que l'on puisse le voir et peut-être former une certaine idée et opinion. La quatrième section, si ce candidat ou un parti politique a son site à lui-même ou bien une page sur Facebook, alors on fait un lien pour que le citoyen puisse avoir plus d'informations. Bien sûr, c'était très difficile d'achever ce site et de répondre et de faire un peu de publicité pour qu'on puisse l'utiliser, étant donné bien sûr le délai de temps qui était
très très étroit. Mais on a fait dans 3 semaines ce que nous avons pu faire. Le site fonctionne maintenant. Vous pouvez nous communiquer les coordonnées du site? Oui, c'est le www.elmagles, c'est elmagles.com. C'est elmagles.com. Très bien. Il y a encore quelques heures pour que les gens puissent le consulter. Nous n'allons pas en parler beaucoup plus puisqu'il y a la question du silence électoral, mais nous pouvons aborder la participation de manière générale. Pourquoi la faible participation à la première phase? Vous avez cité là l'ignorance de la population quant aux candidats. Oui. Est-ce que vous croyez que la deuxième phase y a-t-il d'autres raisons? Et est-ce que vous croyez que la deuxième phase aura les mêmes résultats que la première, c'est-à-dire au premier tour 26 et quelques pourcents, au deuxième tour 21 et quelques pourcents seulement de participation? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je pense que bien sûr, il y a d'autres raisons. Ce que je peux peut-être mentionner en tant qu'autre raison, il y a une certaine contre-volonté dans certains segments de citoyens, surtout les jeunes. Et j'ai pu bien les constater dans les 3 dernières semaines, parce que nous avons eu des interactions, que ce soit sur le site même, ou même une page de Facebook qu'on a fait pour le site, et on a bien constaté qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne voient pas vraiment la valeur de ces élections et qui ne sont pas convaincus à participer. Et de leur point de vue, ce n'est pas uniquement le manque d'informations, mais c'est une position qu'ils ont d'une manière très consciente et ils ne veulent pas participer. Et ça, c'est un problème que je pense est très profond et qu'il faut qu'on s'adresse à ce problème. Bien, est-ce que vous pensez qu'ils ne veulent pas participer parce qu'ils sont tranquilles, mais c'est peut-être les moins jeunes qui le font, ils sont tranquilles, il n'y a plus de danger à la tête de l'État, le président El-Sisi est bien implanté, tout va bien, c'est tranquille, alors on ne va pas voter, on est sûr qu'il y a toujours le président là et l'armée là et c'est fini, et on laisse tomber. Et il y a aussi ceux qui ne sont peut-être pas contents parce que leur mouvance politique n'est pas représentée, je pense, à une certaine gauche, peut-être à l'extrême droite religieuse, etc. Bon, je pense qu'on a bien sûr les deux segments. Et le premier segment, ceux qui sont tranquilles, c'est plutôt, je dirais, les plus âgés. Mais les jeunes, je pense qu'ils ont leurs soucis, ils ont leur frustration, si je peux le dire d'une certaine manière. Et surtout quand ils ont vu des candidats et des symboles avec lesquels ils avaient toujours eu des problèmes. Les symboles du régime Moubarak. Exactement, exactement. Je pense que ça aussi a un peu compliqué les choses pour ces jeunes. Mais est-ce aussi une volonté de ne pas donner suffisamment de légitimité au prochain Parlement? Assez, puisqu'il est officiellement légitime. Oui. Mais c'est-à-dire pour lui dire attention, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, Parlement. Exactement. N'oublie pas que tu n'as que le cinquième, que le quart des gens. Et c'est pour ça que quelques segments de la société voient que la non-participation n'est pas un acte de passivité, mais c'est une manière positive de dire qu'on ne veut pas participer à cet exercice. Et les autres éléments, je pense qu'il y a aussi pour certains segments une certaine fatigue électorale. Nous, en tant que... Les plus âgés, un petit peu plus âgés. Oui, je dirais ça parce que, bon, il faut quand même qu'on dise franchement nous n'avons jamais aussi... Pour des dizaines d'années, oui. On n'a pas participé. Okay. Je n'en suis pas fier. Et dans les 4 dernières années, on a voté à peu près une dizaine de fois peut-être. Oui. Alors, je pense, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Il faut bien analyser ça. Et je ne m'attends pas à une différence qui sera considérable entre la deuxième phase et la première phase, simplement parce que je ne vois pas des éléments qui sont vraiment nouveaux. J'espère que peut-être je me trompe.
je serais bien ravi de voir des taux de participation plus élevés. Peut-être on verra des taux plus élevés, mais je ne pense pas que ça va être, ça va faire une différence remarquable. En Égypte, nous avons un problème avec les partis dits religieux. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un parti conservateur qui rassemblerait les mouvances religieuses, toutes les mouvances religieuses et les mouvances religieuses modérées, un peu, c'est-à-dire, et qui ne s'égarerait pas dans un extrémisme ou dans quelque chose qui conduise à l'extrémisme? Je pense. Est-ce que je m'explique là? Oui. C'est-à-dire quelque chose à l'instar du Parti démocrate chrétien en Europe, alors un Parti démocrate musulman en Égypte. Je comprends bien votre question. Et à mon avis, ça va prendre du temps. Et quand je dis du temps, à mon avis, ça va prendre plusieurs années. Parce qu'on a juste souffert maintenant une situation d'extrémisme. Et pour avoir un retour à un point d'équilibre qui permettrait au public, en général, de bien apprécier des partis religieux modérés de la manière dont vous parlez, je pense que ça va prendre... Ça ne serait même pas un parti religieux, ça serait comme le Parti démocrate chrétien, c'est-à-dire un parti essentiellement conservateur, qui peut s'appeler même le Parti conservateur. Et absolument. Quand on est conservateur, ipso facto, on est plutôt religieux, plutôt national, plutôt pour le travail, etc. Je ne me suis pas bien exprimé en disant parti religieux, parce qu'il ne devrait pas avoir un parti religieux. Oui, un parti conservateur qui une philosophie conservatrice qui englobe la dimension religieuse. À mon avis, ça va prendre du temps. Bien, est-ce que le découpage et le mode de scrutin des listes a été un facteur aussi qui éloigne les éventuels électeurs? Pour le scrutin de liste, il est à la majorité, ce qui fait que la liste qui obtient 51% des voix obtient les 45 ou les 15 députés qui lui sont consacrés. Bon, là, on n'aurait pas pu avoir un système à la proportionnelle qui engloberait plus d'autres. Bon, la liste majoritaire obtiendrait, par exemple, si elle a 55%, elle obtiendrait 55% plus ou moins, et les autres listes se répartiraient le reste. Bien, bien sûr, ça semble être plus juste d'une manière ou d'une autre, mais de toute manière, la loi a été issue de cette manière. Et je pense que ce n'est pas vraiment là où les faibles taux de participation sont affectés, parce qu'on a vu dans la première phase, on n'a pas eu vraiment de problème avec les listes, et ça a été bien réglé du premier tour. Et le problème a été surtout sur les sièges individuels, qui représentent aussi les 2/3 presque du Parlement. Mais bien sûr, en pensant à l'avenir, en développant notre processus de démocratie, bien sûr, le point de vue que vous exprimez me semble parfaitement plus raisonnable et plus juste. Bien, docteur Raouf, est-ce que le fait d'avoir réservé des sièges aux femmes, des sièges aux chrétiens, des sièges aux handicapés, des sièges aux jeunes, aux ouvriers, aux paysans, etc., pour garantir une représentativité plutôt équitable, n'encourage pas ces catégories à participer aux élections? Bon, ce qu'on appelle le favoritisme positif, oui, qui est un peu quand même un terme qui, d'un certain point de vue, peut-être semble un petit peu contradictoire, mais on comprend bien sûr la logique. Il existe aux États-Unis, au Canada avec les visible minorities, etc. Exactement, et c'est normal quand on est dans un pays qui est en train de développer son expérience démocratique. Bon, on a bien vu dans plusieurs élections
pas seulement les législatives, que par exemple la participation des femmes a été remarquablement plus élevée que celle des hommes. Des jeunes. Ah, des hommes aussi. Des hommes, oui, oui, oui. Les femmes contre les hommes, je pense, la participation féminine a été remarquablement élevée dans les dernières législatives, à la première phase et dans plusieurs exercices d'élection. Pour les autres, bon, je n'ai pas vraiment vu que ça a eu un effet sur la participation des électeurs. Bien, on peut donc dire pour que les prochaines, là c'est un peu tard de modifier quoi que ce soit, mais pour les prochaines élections, qu'est-ce que vous conseillerez à l'État de faire pour inciter les citoyens à accomplir leur devoir électoral? Je pense qu'il y aura plusieurs choses à faire et je pense qu'au niveau national, un des problèmes que nous devons adresser d'une manière très stratégique et très globale, c'est le discours avec les segments de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que nous sommes une population qui est très jeune. Et le fait qu'il y a une certaine barrière entre la participation des jeunes gens dans les activités politiques et démocratiques, et ça c'est un fait qui existe, ça me donne beaucoup de soucis. Et dans ce domaine, je pense qu'il est absolument important d'avoir une stratégie globale et complète avec plusieurs segments de la société adressant la jeunesse en particulier. Et je pense que les changements de loi qui vont être effectués par le nouveau Parlement doivent aussi être effectués en même temps avec un discours avec la communauté qui soit plus ouvert, pour que l'on puisse aboutir à quelque chose où il y a ce que les Anglais appellent le buy-in, où la plupart des gens, les citoyens, ont vu qu'ils ont eu leur chance de participer, de faire un mot et de s'exprimer. Ça ne va pas être facile parce que déjà le Parlement a déjà, je pense, à peu près de 500 lois qui ont été issues dans les 4 dernières années et le Parlement doit établir une position sur ce très grand nombre de lois et dans un délai de temps qui est très étroit. Et il y aura bien sûr un agenda législatif qui sera vraiment très chargé. Et j'espère bien que le nouveau Parlement va pouvoir faire ses fonctions d'une manière qui sera efficace. Bien, Dr Raouf, les caciques du PND et l'ancien parti du président Hosni Moubarak a suscité les réserves de la jeunesse, comme vous l'avez déjà dit. Comment éviter, maintenant que ce qui a été fait est fait, comment éviter à l'influence de l'argent qu'on appelle ici politique, le pouvoir de ces capitaux qui sont là au Parlement désormais? Quoi faire pour limiter ce pouvoir? Bon, il y a bien sûr plusieurs niveaux, mais un niveau commence déjà à la base au point de vue législatif. Bon, quand on sait que la limite de dépenses de publicité pour le candidat est de 1,5 million de livres égyptiennes, et quand un crime a été bien établi, qu'un certain candidat a dépassé cette limite et qu'il a dépensé 1 million ou plusieurs millions, bon, quand il est puni par une financière qui ne dépasse pas 100 000 livres égyptiens, ça n'arrête personne vraiment de dépasser les limites. Alors il faut que l'on pense même au niveau législatif
d'abord. Mais il n'y a que cette sanction, 100 000 livres, ou alors où le candidat ne peut plus se présenter. C'est une sanction financière d'après que je connais. Uniquement À moins que je me financière. trompe. Mais il continue, il Ah continue oui. le processus électoral. Si je ne me trompe pas. Ah, Et ça, c'est quand même... oui. Parce que dans ce cas, à mon avis, et je regrette de le dire, on ne s'adresse pas au problème, mais peut-être on fait semblant. Parce que là, ça fait 100 000 livres en plus à payer et c'est C'est fini. juste une douane. Oui, celui qui a payé 1 million va payer 1 100 000. Ça ne va pas lui faire beaucoup d'effet s'il est prêt à dépenser déjà 1 million. À moins que, bien sûr, ça ne mette tout son projet à l'eau. Et donc, ça désavantage son candidat et ça le met hors jeu. Ce qu'on devrait voir, ça devrait être de cette manière, comme vous venez de le dire, surtout qu'on sait bien sûr que nous sommes des sociétés où nous avons bien sûr les problèmes sociaux, les problèmes économiques, et le pouvoir de l'argent, bien sûr, a une influence qu'on ne peut pas ignorer. Bien, une fois les élections terminées, est-ce que vous croyez que ces grandes coalitions formées vont s'effriter et on pourra avoir alors des petits partis, peut-être un parti un peu plus à gauche que l'autre, etc., alors qu'ils étaient tous unis dans une seule coalition pour les élections? C'est assez difficile à prévoir. Il y a déjà la coalition de... Bon, il ne faut pas prononcer les noms, Oui, à cause, mais il y a des, on parle de... Ah d'accord, oui, pour le silence, je m'excuse. Oui, oui. Mais il y a certaines coalitions qui semblent avoir un certain niveau de confiance qu'ils vont pouvoir maintenir leur coalition dans le Parlement. Des autres, on n'en parle pas. Alors s'ils n'en parlent pas, il y a une question à se poser. Jusqu'à maintenant, dans la première étape des élections, je pense que les partis de gauche n'ont pas vraiment pu obtenir des nombres de sièges qui ont une représentation importante. Et j'ai participé à un niveau public à certaines réunions après les élections, et les partis de gauche sont vraiment dans une situation de frustration. Et je ne pense pas que dans le Parlement qui va entamer ses responsabilités il y a quelques semaines, il y aura vraiment une représentation oui, importante de ce de... courant. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle beaucoup de jeunes aussi possible, c'est bien possible. Émettent des réserves. C'est bien possible. Merci beaucoup, docteur Walid Raouf. Vous êtes membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Merci beaucoup d'avoir bien voulu venir ici. Je vous remercie. Nous éclairer. Je rappelle encore une fois le site internet pour celui qui souhaiterait avoir plus de détails. Eh bien, il s'agit de www.elmagles.com. Voilà, vous pourrez consulter et vous faire une petite idée. Il y a encore quelques heures devant vous pour le faire. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de ce soir. Et bien entendu, je remercie encore une fois Dr Walid Raouf. Excellent week-end et à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme.